Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. La Cour suprême du Mali a confirmé lundi l'abandon des poursuites intentées contre plusieurs personnalités dont un animateur radio. Ils étaient accusés depuis décembre d'avoir préparé un coup d'État au contour mystérieux. Le Rwanda a publié un rapport sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis de 1994. Pour Kigali, il n'est pas question de poursuite judiciaire contre la France, une réaction que salue cette dernière. Le Premier ministre pakistanais a appelé lundi le parti islamiste radical à l'origine d'une violente campagne en faveur de l'expulsion de l'ambassadeur français à y renoncer. Imran Khan estime qu'une telle mesure aurait des conséquences. Nous sommes le 20 avril 2021. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. La Cour suprême du Mali a confirmé lundi l'abandon des poursuites intentées contre plusieurs personnalités, dont un ancien Premier ministre et un animateur radio vedette. Ils étaient accusés depuis décembre d'avoir préparé un coup d'État au contour mystérieux. Reportage. La Cour a délibéré. Elle a rejeté le pourvoi du procureur général introduit contre une décision d'abandon des poursuites prise en mars par la Cour d'appel de Bamako, a déclaré à l'AFP l'avocat de deux des prévenus, Cheikh Omar Konari. Les 5 personnalités détenues, dont le militant polémiste et animateur radio Mohamed Youssouf Batili, ont été libérés lundi après-midi, après près de 4 mois de détention, a constaté un correspondant de l'AFP à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Outre Mohamed Youssouf Batili, les détenus étaient Vital Robert Diop, directeur général du Paris Mutuel Urbain, PMU, organisation de Paris sur les courses de chevaux et de jeux de hasard, Agui Boutal, un responsable d'une agence œuvrant à l'accès aux télécommunications et demi-frère de l'ex-premier ministre Boubou Cissé, et 2 hauts cadres du Trésor public, Mamadou Koné et Souleymane Kansaye. La 6e personne inquiétée dans cette affaire était Boubou Cissé, dernier chef du gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta avant son renversement par des militaires en août 2020. Par son rang, il apparaissait dans le dossier comme le possible instigateur de ce présumé nouveau coup de force. Un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui fin 2020, mais il n'a pas été arrêté. Ses proches ont indiqué qu'il se trouvait en lieu sûr à Bamako. Cette décision de la Cour suprême vient mettre un terme définitif à cette sinistre affaire et, souhaitons-le, aux persécutions inutiles et tentatives d'atteinte à notre honneur et à notre dignité dans le cadre d'un complot imaginaire, a-t-il réagi dans un communiqué. Le Rwanda a publié un rapport sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis en 1994. Mais pour Kigali, il n'est pas question de poursuite judiciaire contre la France, une attitude que salue d'ailleurs Paris. La France se félicite que les autorités rwandaises excluent des poursuites judiciaires par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta, interviewé par le quotidien français Le Monde, selon l'Élysée. Le rapport Meus, commandé par Kigali à un cabinet d'avocats américains, indique que la France a rendu possible un génocide qui était prévisible. Mais je pense que la France n'a pas participé à la planification du génocide et que les Français n'ont pas participé aux tueries et aux exactions, déclare dans cet entretien le ministre rwandais, en assurant que le gouvernement rwandais ne portera pas cette question devant une cour. Faire un rapport sur les faits historiques, ce n'est pas une commission qui était censée surtout être orientée vers les poursuites judiciaires. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de poursuite qui soit recommandée par ce rapport. Le chef de la diplomatie rwandaise estime par ailleurs dans les colonnes du Monde que la publication de ce rapport, quelques semaines après celle du rapport d'une commission d'historiens français concluant à des responsabilités lourdes et accablantes de Paris dans la tragédie, va contribuer à la réconciliation entre la France et le Rwanda. L'enquête de près de 600 pages, commandée en 2017 par le Rwanda,
qualifie la France de collaborateur indispensable du régime Hutu qui a orchestré le massacre en 3 mois de plus de 800 000 personnes, essentiellement au sein de la minorité Tutsi, selon les chiffres de l'Organisation des Nations Unies. Elle rejette par ailleurs l'idée que Paris était aveugle face au génocide qui se préparait, comme l'a récemment conclu le rapport français dirigé par Vincent Duclercq et mis sur pied par le président Emmanuel Macron. Au Malawi, le ministre du Travail, Ken Kandodo, a été limogé par le président de la République. Il est accusé d'avoir utilisé des fonds destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 pour un voyage gouvernemental en Afrique du Sud. C'est dans un discours télévisé que Lazarus Chakwera a expliqué que le ministre du Travail, Ken Kandodo, avait été cité dans un audit l'accusant d'avoir détourné la somme comparativement bien modeste de $800, soit 670 €. Cette somme est destinée à lutter contre la pandémie de coronavirus et c'est ce qui a valu son limogeage. Je l'ai écarté de mon gouvernement en conséquence. Même si le ministre a depuis rendu cet argent, son utilisation de cette somme signifie qu'elle n'était pas disponible pour son usage prévu à un moment où elle aurait été particulièrement utile. Je ne peux pas avoir dans mon gouvernement des individus qui dépensent de l'argent budgété ailleurs ou qui ne posent pas des questions rigoureuses pour s'assurer que l'argent qu'ils dépensent a bien été prévu à cet effet, a expliqué le président. Lazarus Chakwera a également annoncé l'arrestation de nombreux fonctionnaires impliqués dans le détournement de fonds Covid. Alors que je vous parle, plus d'une dizaine de personnes soupçonnées d'avoir participé aux crimes soulevés dans cet audit ont été arrêtées par la police. Il n'existe pas de vache sacrée. Il y aura d'autres arrestations, a-t-il encore déclaré. Le Malawi compte depuis le premier cas recensé l'an dernier près de 34 000 cas confirmés, dont 1138 sont morts, y compris 2 ministres. Alors que le gouvernement malgache vient de décider de la fermeture des écoles, certains de ces établissements scolaires ont été transformés en centres de traitement pour les malades du Covid-19. Certains hôtels de la capitale sont également utilisés pour héberger des patients, alors que le pays fait face actuellement à la 2e vague de Covid-19 et son variant sud-africain réputé plus agressif. Reportage. Des écoles et des hôtels de Madagascar ont été transformés en hôpitaux pour accueillir l'afflux de malades de la Covid-19, alors que cette île de l'océan Indien est entrée dans une seconde vague de la pandémie avec la présence du variant sud-africain. Cette soignante explique que la veille, il y avait encore des places disponibles, mais que là, c'est presque plein. Jean-Louis Rakotovao, le ministre de la Santé de Madagascar, a affirmé que le variant sud-africain donnait des formes graves, d'où l'augmentation des décès actuellement dans le pays. Alors que le président malgache émettait des doutes face au vaccin il y a quelques jours, le gouvernement vient finalement de décider de recourir à la vaccination. Le ministre de la Santé a déclaré que l'État avait eu des échanges avec des scientifiques malgaches et avait décidé d'aller sur la vaccination. Le gouvernement travaille actuellement sur l'initiative COVAX et ce serait une autre façon de protéger la population. Il faut dire que la grande île compte actuellement plus de 31 000 cas de contamination et plus de 530 décès pour 25 millions d'habitants. L'armée éthiopienne a annoncé dimanche avoir déployé des troupes dans une région du nord pour endiguer des violences entre les 2 ethnies les plus nombreuses du pays. Les affrontements ont fait à ce jour des centaines de morts ces dernières semaines. En Éthiopie, l'armée fédérale a annoncé dans un communiqué l'installation d'un poste de commandement en lien avec les problèmes de sécurité survenus dans la zone administrative du Nord Shoa et la zone administrative spéciale Oromo dans l'état régional de l'Amhara. Ce poste de commandement contribuera à assurer la primauté de la loi sur les forces destructrices qui perturbent la paix dans ces régions, précise le communiqué. À quelques semaines des élections législatives et régionales prévues le 5 juin, cette décision met à nouveau en évidence les violences communautaires en Éthiopie, au-delà du récent conflit armé dans la région septentrionale du Tigré.
Jamel Hassan Mohamed, un responsable administratif d'un secteur de la zone spéciale d'Oromo, avait indiqué que les violences avaient commencé quand un imam Oromo avait été abattu devant une mosquée, déclenchant des affrontements entre habitants Oromo et forces de sécurité Amara. De nouvelles violences ont été signalées dans la zone au cours du week-end, mais aucun bilan n'était disponible dimanche. L'Amara, une des 10 régions administratives d'Éthiopie découpées le long de lignes ethniques, est peuplée essentiellement d'Amara, la deuxième communauté la plus importante du pays. Mais la zone spéciale Oromo est peuplée d'Oromo, le groupe ethnique le plus nombreux d'Éthiopie. Au moins 2 autres postes de commandement sont opérationnels. Un au Tigré, où le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé en novembre l'armée fédérale délogée et désarmé les autorités régionales qui défiaient son autorité, et dans l'État régional de Benishangul, Gumuz, frontalier du Soudan et théâtre de plusieurs massacres à caractère ethnique ces derniers mois. Le médiateur en chef de l'Éthiopie, Andal El, a indiqué à l'AFP début avril que plus de 300 personnes avaient péri et plus de 300 avaient été blessés lors de plusieurs jours de violence en mars en Amara. Le Premier ministre pakistanais a appelé ce lundi le parti islamiste radical à l'origine d'une violente campagne en faveur de l'expulsion de l'ambassadeur de France à y renoncer. Imran Khan a estimé qu'une telle mesure aurait des conséquences très négatives pour le pays. Reportage. Des manifestations qui ont dégénéré en affrontements meurtriers avec la police ont lieu depuis une semaine dans tout le Pakistan contre la France. Elles ont été déclenchées après l'arrestation de Saad Rizvi, le chef du TLP, un parti extrémiste, quelques heures après son appel à une marche le 20 avril à Islamabad pour réclamer l'expulsion de l'ambassadeur de France. Dimanche, 11 policiers ont été pris en otage par des militants du TLP dans la mosquée du parti à Lahore en l'Est. Les policiers blessés, certains en sang et contusionnés, un bandage autour de la tête, selon une vidéo mise en ligne dimanche, dont l'authenticité a été confirmée à l'AFP par la police, ont été libérés tôt lundi, après des négociations avec les autorités. Le TLP est à l'origine d'une campagne anti-France depuis que le président français Emmanuel Macron a défendu le droit à la caricature au nom de la liberté d'expression. Il s'était exprimé lors de l'hommage rendu à un enseignant tué le 16 octobre après avoir montré des dessins satiriques à sa classe dans la foulée de la republication de représentations du prophète Mahomet par l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Le Premier ministre pakistanais a assuré que lui aussi souhaitait mettre fin aux insultes envers le prophète au nom de la liberté d'expression venue d'Occident. Mais il a expliqué qu'il n'était pas possible d'expulser un ambassadeur chaque fois que cela arrivait. L'ambassade de France avait appelé jeudi ses ressortissants à quitter provisoirement le pays, un appel qui semble pour l'instant avoir été largement ignoré. Lundi, elle a demandé à ceux qui ont choisi de rester d'éviter les rassemblements et d'observer la plus grande prudence. Lundi, une source au sein du ministère français des Affaires étrangères a confirmé à l'AFP la réduction de la présence diplomatique française concernant ces agents qui n'occupent pas de fonctions essentielles. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.